Bonjour Alexandre. Bonjour Enfin, Liselotte. rebonjour, on Oui, s'est tout à déjà fait. vu. Tout à Je fait. ne me lasse jamais de vous saluer. C'est aimable de votre part, Liselotte. Oui, alors, bonjour à vous, Philippe Calfaillon. Alors, vous êtes docteur en droit international, chercheur associé à Panthéon Assas, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, si vous avons invité, c'est pour parler de l'épineux sujet turc qui explose depuis une semaine. Alors, pour un bref rappel des faits, le maire actuel d'Istanbul, enfin l'ancien maire Ekrem Imamoglu a été déchu de ses fonctions et incarcéré pour corruption et lien avec des organisations terroristes. Depuis, il a été nommé candidat officiel de l'opposition du CHP. La situation en Turquie est extrêmement tendue. Comment est-ce que vous décririez cette situation, Monsieur Kalfayan? À vous? Écoutez, ça n'a rien d'exceptionnel en ce qui concerne la Turquie. C'est assez cyclique. Euh, on a tout simplement affaire à, à Monsieur Erdogan qui s'accroche à son pouvoir et qui est capable de toutes les manipulations pour y rester. Rappelez-vous quand même que Monsieur Erdogan a a eu des alliances qu'il a défait tout aussi rapidement quand cela lui était nécessaire. Pour arriver au pouvoir, il s'était reposé sur un prédicateur, Fethullah Gülen, et toutes les forces vives de ce mouvement. Euh, donc, ils lui ont permis d'accéder au pouvoir. Ensuite, il avait dans l'AKP qui est le parti hein, de Monsieur Erdogan. Dans ce parti, il avait toute une série de fondateurs qui ne sont absolument plus dans le paysage. C'est-à-dire que soit ils se sont retirés, soit il leur a demandé de se retirer. C'est quelqu'un qui manie les négociations quand ça lui est nécessaire. En 2015, il a rompu toutes les négociations avec les Kurdes pour reprendre donc les persécutions. Il a emprisonné les maires du sud-est de la Turquie. Aujourd'hui, il prétend revenir aux négociations avec les Kurdes. Et demain, on peut s'imaginer qu'une fois qu'il sera débarrassé effectivement du maire d'Istanbul en tant que compétiteur potentiel aux plus hautes fonctions en Turquie, il retournera dans une logique de conflit avec le mouvement kurde. Bon, ça fait partie de son ADN. Il est seul au pouvoir, ce monsieur. Bon, et c'est pas la première fois, même si on peut toujours avoir des doutes sur corruption ou pas corruption. Justement, ce genre d'allégation, en fait, est fait pour semer le doute dans l'esprit, notamment des observateurs étrangers. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il emprisonne quelqu'un qui le gêne. Bon, je rappelle notamment le cas d'un mécène qui s'appelle Osman Kavala, qui est un grand monsieur qui était très riche de manière, je dirais, par héritage, et qui a consacré une bonne partie de sa vie à financer le dialogue interculturel en Turquie. Et bon, c'est un monsieur qui, par ses activités, gênait donc le président Erdogan. Et donc, il y a 6 ans, il a fait arrêter ce monsieur. Alors, au tout début, c'était pour soi-disant avoir participé au coup d'État de 2016. En 2016, je vous rappelle, il y a eu une tentative de coup d'État par des militaires. Et donc, comme le coup d'État a échoué, principalement grâce d'ailleurs
aux informations qu'a fournies le président Poutine au président Erdogan. À la suite de ce coup d'État manqué, il en a profité pour faire emprisonner toute une série donc de hauts dignitaires de l'armée, mais aussi du personnel politique. Et donc, ce monsieur Osman Kavala, ce mécène très porté sur le combat pour les droits de l'homme et pour les relations entre différentes minorités culturelles, a été donc emmené dans le wagon. Il a été libéré peu de temps après parce qu'il n'y avait aucune preuve de sa participation à ce coup d'État. À peine il a été libéré, quelques heures après, il a de nouveau été arrêté, cette fois-ci pour avoir prétendument financé le mouvement Gezi, en 2013. Dont on reparlera parce que justement c'est un petit Oui, peu alors ce qu'on attend. on peut Ouais, même en parler maintenant. C'est-à-dire que, en oui, fait, les manifestations qui ont lieu actuellement et qui réunissent donc des centaines de milliers de personnes dans toute la Turquie, c'est un oui, peu comme une réminiscence de quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 12 ans. Donc en 2013, le mouvement Gezi qui était parti en fait d'une question alors si je me trompe pas, d'occupation d'un parc à Istanbul, enfin une question de presque d'urbanisme qui avait finalement pris de l'ampleur et qui s'était étendu au pays entier et en fait oui. qui est en fait était devenu oui une sorte de vrai soulèvement face au pouvoir d'Erdogan. Et alors, pour rappel aussi, actuellement, on est à 1300 manifestants arrêtés, plusieurs journalistes aussi qui ont été interpellés par les forces de l'ordre. La différence cette fois-ci, c'est qu'on a l'impression que le mouvement qui réunit actuellement les Turcs dans la rue et qui a réuni, selon le CHP, donc l'opposition à Erdogan, 15 millions d'électeurs pour voilà, soutenir le maire d'Istanbul incarcéré. On a l'impression que cette fois-ci, le mouvement est vraiment politique et part vraiment d'un rejet d'Erdogan et pas seulement de sa politique. Oui, oui, écoutez, je pense que en tout cas, la société turque urbaine, citadine, en a assez du régime Erdogan et souhaite vraiment, véritablement passer à autre chose. Le problème, c'est que on assiste en Turquie, comme dans de nombreux autres pays, à une nette distinction entre la population citadine éduquée qui aspire effectivement à un renouvellement beaucoup plus démocratique, et la population des provinces qui reste quand même un bastion pro-Erdogan. Donc, c'est Erdogan, c'est un pragmatique. Il est idéologue, mais il sait jouer avec les sentiments populistes. Et dans les provinces, malheureusement, il a encore de nombreux soutiens. Donc, est-ce que la population donc des grandes villes, que ce soit Istanbul, Izmir, Ankara, va permettre de renverser le pouvoir d'Erdogan? C'est très difficile de le savoir. C'est quand même un pays qui est tenu d'une main de fer. Euh, donc je pense que voilà, c'est pas gagné. C'est Mais pas il y a une gagné. question qui se pose justement dans ce sens-là, c'est en fait concrètement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2015, il y avait eu une tentative, enfin en 2016 pardon, il y avait eu une tentative de coup d'État de certains Oui. militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, Erdogan a vraiment l'armée avec lui? Est-ce qu'il peut vraiment compter sur elle pour se maintenir au pouvoir dans le cas où ça dégénérerait? Écoutez, en tout cas, il a tout fait pour purger l'armée des éléments qui pourraient lui nuire. Maintenant, la question de l'armée peut dépendre des questions internationales qui sont aujourd'hui sur la table. Bon, je pense que l'armée n'est pas opposée à sa politique actuelle. Donc, maintenant, je ne connais pas bien le sentiment au sein de l'armée par rapport à ces questions de politique interne.
C'est très difficile à savoir, hein. En tout cas, en Turquie, les hauts dignitaires de l'armée ne s'expriment pas sur ces sujets-là. Donc, est-ce que l'armée va être capable de soutenir une répression contre la population? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est très difficile à diagnostiquer. Et alors le problème de fond donc, que vous posez, en tout cas dans ce que vous expliquez, c'est que moi je me faisais la réflexion d'ailleurs en préparant cette émission, cette interview, en fait on a l'impression que la Turquie est comme une semi-démocratie. C'est-à-dire qu'en fait il y a des élections qui sont manifestement pas particulièrement truquées. Enfin, en tout cas, les observateurs internationaux ne relèvent pas de triche massive, de fraude massive de la part d'un camp ou de l'autre. Il y a des élections locales, il y a des élections nationales qui se déroulent globalement bien, mais de temps en temps, il y a une personne qui est emprisonnée, il y a effectivement une sorte de coup de force autoritaire qui est réalisé par Erdogan, et donc on est dans une sorte d'entre-deux, et ce qui nous amène à une seconde question, qui est Erdogan a été réélu en 2023, son mandat court jusqu'en 2027. Euh, c'est normalement son quatrième et dernier mandat. Il a déjà dépassé 2 fois le nombre prévu. Quel est l'après 2027? Hmm. Alors, ce que vous dites est en partie vrai, en partie faux, parce que je vous rappelle qu'en 2015, justement, quand il y a eu des élections, le parti qu'on dit pro-kurde, hein, entre guillemets, le HDP, a obtenu 17% des voix aux élections législatives. Or, ces 17% empêchaient M. Erdogan d'avoir une majorité absolue au Parlement. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de sévir contre les Kurdes. Et donc, en fait, il a provoqué de nouvelles élections pour retrouver voilà, un semblant de majorité. Donc, bon, il est capable de faire ses propres coups d'État pour rétablir une situation qui lui est défavorable. Donc, bon, vous avez raison, hein, le déroulement des élections se fait plutôt correctement. Cela étant, quand vous arrêtez les élus kurdes de toute une région, bon, bon, où est la démocratie après? Et alors, comme je le rappelais, donc 2027, c'est théoriquement, pour le coup, son dernier mandat, et à part s'il refait une modification constitutionnelle, ce qu'il Oui. ne peut théoriquement pas faire pour le moment, il ne Hmm. pourra pas se représenter. Est-ce que Erdogan a un successeur? Est-ce que il y a un risque pour qu'il se maintienne au pouvoir d'une façon, pour le coup, purement anti-démocratique? Et quelque part aussi, pourquoi éliminer en le mettant, en l'emprisonnant son principal opposant alors que lui-même ne pourra pas théoriquement se présenter. Ouais, bah écoutez, ça, c'est difficile de se mettre dans sa tête, mais bon, on peut très bien imaginer, euh, il y a deux scénarios. Soit il va procéder à une modification de la Constitution, on a vu ça dans d'autres pays, mais sans garantie que le référendum sur cette modification soit accepté. Soit il va désigner effectivement son successeur. Bon, aujourd'hui, le successeur le plus euh, probable, même si M. Erdogan commence à avoir de plus en plus de doutes sur lui, c'est M. Hakan Fidan, donc qui est ministre des Affaires étrangères et qui était auparavant donc le directeur des services secrets turcs. Bon, c'est un fidèle Rassurant. parmi les fidèles. Oui, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un monsieur qui a fait de nombreuses choses qui, d'ailleurs, ont été mises sur la place publique. Donc pour aider Erdogan, donc il détient beaucoup quand même de secrets sur le parcours d'Erdogan.
Euh, bon, il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un de très puissant. Bon, c'est un successeur naturel en tout cas. Maintenant, voilà, est-ce que Erdogan va décider de se ranger ou il va provoquer un coup constitutionnel? C'est impossible de vous dire ce qu'il a dans sa tête. On va parler de plusieurs dossiers, notamment du dossier kurde de par la suite. Mais avant, alors je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient que vous êtes donc Philippe Calfayon, pardon, j'y arrivé, docteur en droit international, chercheur associé à Panthéon-Assas, ancien secrétaire général de la Fédération des droits de l'homme. Et je rappelle aussi à nos auditeurs, qu'à 8h07, nous recevrons Mériadec Raffray qui viendra nous parler dans la chronique Le Monde Autrement des négociations de Jeddah, notamment entre donc les États-Unis et la Russie sur le dossier ukrainien. Mais je reviens à vous, donc Philippe Calfayan. Je voudrais parler maintenant du dossier kurde, qui est évidemment un dossier extrêmement épineux. Donc pour rappel, pour nos auditeurs, les Kurdes vivent depuis toujours dans la partie est de la Turquie. Ils ont été très longtemps réprimés notamment par le régime d'Erdogan. Et puis, ce qu'on constate depuis quelques jours, enfin quelques semaines, c'est qu'il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé entre le PKK, donc des Kurdes, et l'AKP d'Erdogan, entre le pouvoir central et les Kurdes. Comment ça se fait et est-ce que c'est amené à durer? Alors, bon, j'ai en partie répondu à la question tout à l'heure en vous disant que Erdogan est capable voilà, de renverser ces accords d'un jour à l'autre. Bon, premièrement, il faut dire que le PKK n'a pas encore rendu les armes. Donc il y a eu un accord, effectivement, entre M. Öcalan, qui est en prison, et le pouvoir central, mais M. Öcalan a fait un appel aux troupes du PKK pour cesser donc, le combat. Mais dans l'accord, il est stipulé qu'ils doivent rendre les armes. Bon, et les troupes du PKK, pour l'instant, n'ont pas rendu les armes. Bon, on ne peut pas leur reprocher parce que précisément le pouvoir central turc n'a jamais été très fiable dans les relations avec eux. Euh, Maintenant, euh, est-ce que Erdogan précisément n'a pas besoin d'une certaine stabilité dans ses relations avec la population kurde? Pour asseoir justement sa position personnelle par rapport à des opposants comme Monsieur Imamoglu, donc le maire d'Istanbul, qui vient d'être destitué. Ça fait partie de son jeu naturel à Monsieur Erdogan. Donc, c'est... Et je pense que si Monsieur Erdogan revient à une certaine sérénité par rapport au CHP, donc au parti de M. Imamoglu, il n'est pas impossible qu'il renonce une fois de plus à son accord avec les Kurdes. Il ne faut pas oublier que M. Erdogan, aujourd'hui, a la majorité grâce au mouvement d'extrême droite donc turc, le MHP, ce sont des groupes ultranationalistes. Et donc, et ces groupes ultranationalistes sont bien sûr anti-kurdes et anti-autres minorités, même si les minorités ne représentent plus rien dans ce pays. Mais en tout cas, ils sont pour l'intégrité de la nation turque. Et alors justement, c'est très intéressant que vous me faites une merveilleuse transition, car Oui. vous parlez donc de cette extrême droite turque du MHP, on parlait de l'AKP tout à l'heure, le CHP donc aussi mouvement d'opposition principal à Erdogan. Et alors, ce qui est assez fascinant et que on a parfois du mal à comprendre depuis la France, c'est que on a l'impression que en Turquie, la gauche est presque aussi nationaliste que la droite, que finalement, dans les deux cas, ce sont des partis qui seraient qualifiés en France
d'extrême droite, que sont des partis particulièrement conservateurs, particulièrement radicaux. Est-ce qu'il y a des vraies différences programmatiques entre le CHP et Erdogan et l'AKP, ou est-ce que c'est principalement des différences qui portent sur la personne? Alors, écoutez, non, la principale différence entre le CHP et l'AKP, c'est quand même la relation à la laïcité. Euh, bon, en fait, en Turquie, vous avez un régime non pas laïque, mais laïciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion d'État, c'est l'islam, mais c'est un islam qui est sous contrôle. D'ailleurs, d'ailleurs, le ministère des Affaires religieuses, qui s'appelle la Diyanet, c'est une administration parmi d'autres administrations. Donc il y a 100 000 fonctionnaires qui sont rémunérés par l'État pour contrôler tout ce qui concerne la religion, les édifices, les écoles coraniques, etc. Donc, et le CHP a la tradition républicaine. Le CHP, hein, c'est le parti donc qui est issu de, de Monsieur Atatürk, Mustafa Kemal. Donc c'est le parti héritier du créateur de la République turque moderne. Donc ils sont beaucoup plus éloignés des questions religieuses, mais effectivement, en Turquie, vous ne trouverez pas de parti qui ne soit pas nationaliste. Donc, ce nationalisme, c'est ce qui fait la force de la Turquie. Ce nationalisme, vous le retrouvez également dans les diasporas turques qui sont installées en Europe. Euh, c'est, vous avez pu noter que pendant les dernières élections qui ont eu lieu, les diasporas qui se trouvent en Allemagne, en France, votent de manière très majoritaire pour Erdogan. Euh, et, euh, et donc ça paraît complètement absurde parce que on est dans des pays quand même où on a un certain nombre de droits et libertés, même si elles s'érodent de temps en temps. Ben, la population turque qui vit ici préfère voter pour Erdogan qui, bah, au pays, n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Oui, c'est le Donc, classique de voter de la gauche voilà. dans les pays européens et l'extrême droite donc dans les pays Voilà. d'origine. Donc, voilà. Donc ce nationalisme est vraiment une empreinte très, très forte qui traverse tous les partis et que vous retrouvez donc dans la population. Non, il y a un sentiment de fierté hein, parmi la population turque. Et, et alors, il nous reste encore 5 minutes, Philippe Calfayon. Moi, il y a un autre sujet qu'il faut aborder quand même rapidement, qui est la question, bien sûr, internationale. La Turquie d'Erdogan est souvent quand même louée, il faut le dire, par la presse internationale, en tout cas pour son réalisme et ses capacités stratégiques et diplomatiques assez importantes, notamment, je pense au conflit russo-ukrainien, où Erdogan a évidemment beaucoup manœuvré en tant que pour essayer de se poser en tant qu'arbitre dans un camp et puis voilà. Mais il y a plus récemment le dossier syrien. Qui est bien sûr arrivé sur la table. Alors, pour rappel un petit peu de contexte, mais l'ANP, donc une force militaire pro-turque, contrôle actuellement une partie du nord de la Syrie depuis l'arrivée depuis la chute de Bachar el-Assad. Concrètement, qu'est-ce que fait l'ANP au nord de la Syrie? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'ils sont là pour réprimer les Kurdes? Est-ce qu'ils sont là pour mettre la main sur certaines ressources? Quel est le projet derrière? Alors, cette question internationale est vraiment très, très, très importante parce que c'est quand même une des réussites de Monsieur Erdogan. Et en Turquie, on le sait très bien.
Euh, c'est une réussite sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, pour nous observateurs, c'est quand même une volonté impériale parce que il y a vraiment la volonté de s'étendre, de recréer un petit peu l'influence qu'il pouvait avoir à l'époque de l'Empire ottoman. La Turquie est effectivement maintenant a pris pied en Syrie, pas sur l'ensemble du territoire parce que vous avez effectivement une partie kurde qui est devenue plus ou moins autonome. Bon, elle restera autonome tant que les Américains seront sur place. L'avenir est beaucoup plus difficile à prédire parce que les Américains sont capables de partir de là-bas et de laisser les Kurdes seuls face à la Turquie. La Turquie est aussi très présente au sud Liban. Il y a toute une partie du sud Liban dans lesquelles la Turquie maintenant soutient tous les Libanais sunnites et ils sont implantés là-bas. La Turquie est aussi maintenant très présente au Sud-Caucase. La volonté de En lier Azerbaïdjan. l'Azerbaïdjan à l'enclave Nakhichevan qui est frontalière de la Turquie, ça fait partie des plans. C'est la volonté donc de la Turquie qui existe depuis très longtemps, hein, de s'étendre vers l'Asie centrale. C'est-à-dire que c'est de créer un corridor, une voie de communication vers l'Asie centrale. Euh, Où en Asie centrale, vous avez plusieurs États qui sont turcophones. Euh, donc, L'implication dans les négociations russo-ukrainiennes, en tout cas leur volonté, parce que pour l'instant c'est les États-Unis qui ont pris le relais, mais les Turcs sont effectivement très présents sur ce dossier-là parce que il faut pas oublier que la Crimée a été pendant très longtemps sous domination justement de l'Empire ottoman et donc là aussi, la Turquie a certaines prétentions. Si jamais la Russie faiblit, il n'est pas exclu que la Turquie se positionne. La Turquie, en fait, aujourd'hui, est redevenue l'élément indispensable de l'OTAN dans la région et en rempart contre la Russie. En fait, on revit ce que l'on a vécu quand Mustafa Kemal, donc a dit Atatürk, est arrivé au pouvoir, où la Turquie jouait toujours sur les deux tableaux. C'est-à-dire que ils étaient à la fois proches de l'Union soviétique, mais c'était l'élément avancé de l'OTAN. Et en fait, il joue toujours sur ce rôle clé dans les relations OTAN Est de l'Europe et Asie. Et on comprend Donc, que effectivement la Turquie est devenue quelque part un pont entre plusieurs mondes, une sorte de carrefour dans tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on suivra attentivement le dossier Erdogan et le dossier turc à l'avenir. Merci beaucoup Philippe Calfayan d'avoir répondu à nos questions et puis on vous réinvitera à coup sûr pour en reparler. On voit qu'on n'avait pas encore épuisé le sujet. Merci beaucoup.